Ça faisait presque 2 ans que Daredevil n'était pas paru en kiosque lorsque sort ce RCM Daredevil. J'essaye de le remettre droit, voilà. Nous sommes en mai 89 et le personnage avait disparu des kiosques, on va dire au juillet, je crois que c'est en juillet 87, à la mi-87, parce que les épisodes de Frank Miller étaient devenus trop violents. Et la suite, il a fallu donc presque 2 ans pour la voir, avec le retour de Daredevil en kiosque dans ce fameux RCM qui allait lancer la collection des versions intégrales. Dans cette nouvelle bande à Strange, notre émission consacrée aux vieilleries, entre guillemets, nous allons donc parler de cet album que je trouve absolument formidable et j'espère que je saurai partager avec vous ma passion pour John Romita Jr., Anne Nocenti, le personnage de Daredevil, parce que cet album, évidemment, lorsqu'il sort en 89, je suis particulièrement enthousiaste parce que ça me permet de retrouver un des personnages que j'adore. Alors, un petit mot sur la couverture de ce Daredevil, parce que la couverture n'est pas signée John Romita Jr., elle est signée, c'est marqué ici, ouais, je suis toujours nul quand il s'agit de... Voilà, elle est marquée Tota, c'est Ciro Tota. Alors, Ciro Tota, c'était un des dessinateurs de chez Lug et de chez Semic, qui a produit des bandes dessinées aussi, et qui proposait aussi de temps en temps des couvertures. Alors parfois c'était une reprise d'une couverture en VO. À l'époque, en fait, on ne mettait pas systématiquement une couverture de la version originale, mais parfois on aimait bien recomposer des couvertures. Là, pour le coup, c'est une composition originale de Ciro Tota, puisque la version originale, les couvertures des épisodes originaux ne correspondent pas du tout à ce visuel. En fait, Ciro Tota il extrapole une case qui se trouve à l'intérieur de cet album, que je vais retrouver évidemment, qui est cette case-ci, voilà. Et donc, il en fait une couverture, et il reprend certains éléments. On devine ici un des... Non, c'est comme ici, non, c'est l'autre doigt. Un des vilains, j'y arriverai pas, un des vilains ici qui est Amo, dont on va reparler dans l'album. Il extrapole aussi à partir de ce vaisseau qu'on aperçoit, qui est le vaisseau d'Apocalypse, mais ça on ne le saura presque pas dans cet album, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour revenir un petit peu sur le contexte éditorial aux États-Unis, on est comment, je sais plus en quelle année on est, c'est en 89. Ouais, c'est ça, en 89. Nous sommes en 89. Après le départ de Frank Miller de la série Daredevil, c'est Anne Nocenti qui reprend le flambeau. C'est une scénariste qui a déjà travaillé pour Marvel par le passé, qui donc reprend en main le titre. Elle fera 2 épisodes, je crois, avec Barry Windsor Smith. Il y aura quelques épisodes de remplissage, et puis elle va réellement reprendre en main la saga. Et les choses sérieuses, on va dire, vont commencer lorsque John Romita Jr., dessinateur émérite et ô combien apprécié chez Marvel, va arriver sur la série. Alors c'est pas facile pour Anne Nocenti, c'est vraiment une période pas simple parce qu'elle passe derrière Frank Miller, quoi. Donc c'est un peu comme quand vous allez à un karaoké, juste avant vous il y a quelqu'un qui chante super bien, c'est pas facile. Et je trouve qu'elle va se lancer dans un arc qui va durer une 40aine d'épisodes, elle s'en sort très bien. Elle réussit une espèce de rupture dans la continuité, c'est-à-dire qu'elle reste sur un ton un peu polar, poisseux. Elle va recréer des personnages qui rappelleront un peu aussi parfois les persos de Frank Miller. On reste sur quelque chose de très street level, c'est-à-dire c'est très dans la rue. Voilà, on part pas dans des combats cosmiques ni quoi que ce soit, donc ça reste très cohérent. Mais de temps en temps, il y a des touches un peu particulière, notamment un lien avec les Inhumains, qui arrivera plus tard dans son run, ou un lien avec Mephisto, mais là, thématiquement, ça se justifie plutôt bien. Ici, en fait, elle est juste percutée par le crossover mutant qui est The Fall of the Mutants, qui va faire l'objet d'un épisode d'une 40aine de pages, qui conclut ce RCM. Ici, nous avons les numéros 250, 251, 252 de la première version de la série Daredevil, et on va le feuilleter ensemble pour essayer d'abord de nous remémorer certains souvenirs, et puis de voir pourquoi cet album est si bon, et pourquoi c'est si bien de lire du Anne Nocenti sur Daredevil. Avant de me lancer juste sur le feuilletage, 2 petites choses. La première, c'est que ces épisodes, vous les retrouvez dans un album qui s'appelle Marvel Icons tome 1, que vous aurez probablement du mal à trouver parce qu'il est en rupture, mais ces épisodes sont tous dans l'omnibus Daredevil par Anne Nocenti.
D'ailleurs, ça devrait plus être Daredevil par Anne Nocenti et John Romita Jr., puisqu'il n'y a que les épisodes de John Romita Jr. et Anne Nocenti dans cet omnibus, sachant qu'elle, elle a poursuivi la série bien plus longtemps, avec notamment Lee Wicks et un arc qui est particulièrement réussi. Puis une fois qu'elle part, une fois qu'elle quitte la saga, ces épisodes avec Lee Wicks d'ailleurs n'ont jamais été réédités en VF, hein, à ma connaissance. Ça sera Dan Chichester qui reprendra la suite avec Fall from Grace. Enfin bon, ça c'est encore une autre histoire. Daredevil a été particulièrement bien soigné au cours de sa carrière en termes d'auteur. On peut dire que il n'y a pas beaucoup de moments à jeter, à part la période Charles Soule, mais ça c'est autre chose. Non, je déconne, mais j'ai même pas lu encore J'avais arrêté très vite la période Charles Soule, et j'ai même pas encore lu l'omnibus que j'ai acheté, donc il faudra que je vois. Il va falloir que je vois si c'est aussi mauvais que dans mes souvenirs. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. On va feuilleter ensemble ce récit complet Marvel. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires. On adore ça, les commentaires. N'hésitez pas à nous raconter comment vous l'avez eu à l'époque, cet album, si vous avez eu la chance de l'acheter en 89. Qu'est-ce que vous en aviez pensé? Est-ce que ça vous avait plu? Est-ce que le ton un peu particulier de Anne Nocenti et les thématiques un peu originales de Anne Nocenti vous ont pas un peu perturbé à l'époque? Et puis, voilà, n'hésitez pas non plus, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Bon, ça c'est le classique, likez, mettez des pouces, enfin faites ce que vous voulez. Voilà, on se retrouve tout de suite avec une caméra vue de dessus, enfin vous commencez à avoir l'habitude si vous suivez les épisodes de la bande Astrange. À tout de suite. Allez, on y va, on va feuilleter cette petite merveille qui est ce récit complet Marvel numéro 22 dédié à Daredevil, signé Anne Nocenti et John Romita Jr., qui sont les deux chefs d'orchestre de cette petite merveille. Avant de démarrer, ces épisodes ont été réédités d'abord dans la collection Marvel Icons qui n'est plus disponible, et dans le premier volume, et vous pouvez les retrouver maintenant à nouveau en librairie dans l'omnibus Daredevil par Anne Nocenti, qui contient les épisodes que je vais vous présenter ici. Mais évidemment, si vous voulez retrouver toute la magie de Lug Semig, je vous invite à essayer de les trouver. Il est trouvable en occasion assez facilement. Et pour la petite histoire, je lui rends hommage, l'album que je feuillette ici, alors c'est un album que j'avais acheté quand j'étais gamin. Et c'est Doop, mon comparse, qui me l'a offert lors de mon dernier passage chez lui. Il a eu la gentillesse de me le filer. Il est particulièrement généreux, ce Doop, donc je le remercie beaucoup pour ce don gracieux qui est utile puisque j'en fais un épisode de la bande Astrange. Vous voyez, il est un petit peu usé, etc., mais c'est exactement ce que j'adore. Et puis les pages sont jaunies et ça sent bon les pages jaunies des albums Marvel de cette époque. Donc on est parti, c'était la collection Un récit complet Marvel. C'est-à-dire que c'était des albums hors série que l'on trouvait en kiosque. À l'époque où le kiosque était le principal moyen de trouver des comics. Et on se trouve à un moment bien précis de la diffusion de Daredevil en France, puisque quelques années auparavant, les épisodes Born Again, Renaissance de Miller avaient commencé à être publiés dans Strange, et la publication s'est arrêtée parce que trop violent. On n'avait plus revu Daredevil, et Semik décide de relancer Daredevil avec ces épisodes, avec cet album, ce récit complet Marvel, qui est suivi ensuite de la version intégrale, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait en quelque sorte d'un lancement, quelque part, d'une relance de Daredevil en France. Et la version intégrale, je ne sais pas si voilà, ceux qui ont l'habitude connaissent, les plus jeunes ne connaissent pas. La version intégrale, c'était une revue d'une 50aine de pages où vous aviez à chaque fois 2 numéros d'une série en particulier, donc là en l'occurrence de Daredevil. On attaque au numéro 250. Nous sommes à cette époque donc en 1989 en France. Oh là, ça me rajeunit pas, 1989, j'avais 12 ans quoi. Bon, bref. On est donc dans une présentation tout à fait standard. Je fais attention au feuilleton parce que j'ai peur que la colle me lâche. Là, vous voyez, ici, j'ai pas tout à fait confiance. C'était donc publié par Semik. J'ai pas le nom du traducteur ou de la traductrice de ces épisodes. Alors, avant d'aller plus loin, encore une fois, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que en fait, Anne Nocenti ne démarre pas par ces épisodes. On peut avoir l'impression que Anne Nocenti démarre par ce numéro 250, mais en fait, elle est déjà arrivée depuis quelques temps, voire presque un an même de mémoire, sur la série Daredevil, suite en fait au départ de Frank Miller. Frank Miller est parti après Born Again,
Et il y a eu peut-être 1 ou 2 fill-in, et puis après, vous avez eu Anne Nocenti qui a pris la main, avec différents dessinateurs, et puis elle est rejointe par John Romita Jr., et là commence une coopération qui va durer bien au-delà des 3 épisodes que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque je crois que ça dure une 40aine de numéros. En tout cas, il y a un omnibus entier. Et après le départ de John Romita Jr., c'est Lee Weeks qui viendra prendre la suite de John Romita Jr., et elle continuera son run. On a un peu trop tendance à résumer le run de Anne Nocenti sur Daredevil avec sa coopération avec John Romita Jr., c'est normal, c'est un dessinateur prestigieux. Je préfère vous prévenir, j'adore John Romita Jr., donc si vous faites partie des haters de John Romita Jr., vous allez souffrir. Mais les épisodes avec Lee Weeks sont aussi très bons, et la seule façon de les lire en France, à ma connaissance, ça reste encore les versions intégrales. Merci Doupe. Allez, on démarre avec ce numéro 250. On démarre avec un boom, avec une explosion nucléaire, qui résume assez bien finalement, c'est un peu une lettre d'intention de tout ce qui va suivre, puisque déjà on se rend compte qu'il y a pas mal de cases de texte, et Anne Nocenti est une scénariste qui est assez verbeuse, où elle utilise beaucoup le texte. Et puis, sur la thématique, et ben quelque part, cette explosion nucléaire est quelque sorte l'annonce de ce dont on va parler. Ça va être un Daredevil très sociétal, avec des thématiques comme l'écologie, comme la défense des minorités, presque en avance sur son temps, en quelque sorte. Moi, je me souviens, quand j'avais 12 ans, quand je l'avais lu la première fois, j'avais été très surpris de ce côté très politique, puisque Anne Nocenti va pas hésiter à mettre les pieds dedans, et nous parler de problématiques comme l'écologie, comme la corruption du gouvernement, ou en tout cas un gouvernement qui se plie au lobby, au grand lobby industriel. Comment dire, et différents... oui, voilà, c'est l'autre thématique, c'est les minorités, et comment aider les minorités, les associations qui aident les minorités. Vous allez voir que Matt Murdock fait partie d'une de ces associations. Il a quitté le barreau, en fait, il n'est plus avocat du tout, il ne travaille plus avec Foggy, il travaille pour une association qu'il a créée avec sa conjointe de l'époque, Karen Page, et il aide les plus... ceux qui en ont le plus besoin, donc les mères célibataires, les clochards, bref, des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat, il essaye de les aider. Alors on rentre, on va commencer, je ne vais pas tout vous raconter, voilà, on va y aller dans l'ordre. On démarre par cette séquence qui est assez intéressante, où vous avez un prof, en fait, alors je prends un petit peu d'avance, vous voyez, c'est un prof d'origine asiatique, qui lui a connu Hiroshima, et qui explique aux enfants les dangers du nucléaire, qui montre bien en fait aux gamins ce que c'est que ce potentiel danger de l'arme atomique et des radiations. C'est important parce que ça va permettre aussi aux lecteurs américains d'en apprendre un petit peu plus. Il n'est peut-être pas forcément au fait à cette époque. Terrible image de John Romita Jr. avec ce gamin avec dans les orbites ces 2 nuages nucléaires, parce que ce petit garçon, Lance, va avoir un rôle important. En fait, il est complètement obsédé par le risque nucléaire. Il est totalement matrixé, entre guillemets, je dirais, par ce risque-là, et ça impacte énormément sur sa santé mentale. Et c'est là aussi que c'est intéressant, c'est-à-dire que Anne Nocenti va toujours essayer d'apporter un peu de nuance. C'est-à-dire que oui, vous avez un prof qui fait quelque part un discours préventif sur les dangers du nucléaire, mais en même temps, ça a un impact sur ce gamin qui avait déjà des problèmes auparavant, mais ça va encore plus l'angoisser. Donc, c'est pas juste de dire, regardez, un rescapé d'Hiroshima fait la morale à des jeunes, et attention, le nucléaire, c'est pas bien. Non, non, il le fait à juste titre, mais ça a aussi des impacts. Ça peut aussi avoir des impacts négatifs. Je vous parlais d'une association de défense des minorités. Voilà, on est en plein dedans. Karen Page et Matt Murdock qui sont en train de les aider. Ce qui n'est pas facile, et puis en termes même de revenus, c'est pas simple. Et puis, vous avez quelqu'un qui vient suggérer à Matt Murdock que... alors, il s'appelle Rollins, il représente une association écologiste, et il vient lui parler d'une entreprise qui s'appelle Kelco. Alors, la Kelco, en fait, c'est une entreprise qui pollue énormément, et qui pratique du greenwashing, et qui veut... porter plainte contre cette Kelco, et il vient chercher les talents d'avocat de Matt Murdock, qui, ma foi, est plutôt intéressé, mais il veut en savoir un petit peu plus. Et vous avez un autre type qui débarque, qui lui, en fait, est une vraie pourriture,
qui travaille indirectement pour Kelco et qui veut faire fermer ce cabinet enfin ce cabinet, c'est pas un cabinet, mais cette association d'aide, parce qu'il sent bien que Matt Murdock pourrait très bien être un danger pour son entreprise. Là, vous avez comment dire, une scène assez intéressante où vous avez un général euh, qui, en fait, on comprend que ce général qui travaille pour le gouvernement est aussi, en fait, à la solde de la Kelco. Kelco et le gouvernement qui travaillent main dans la main, en fait, et qui ont même des hommes de main officieux. En plus d'avoir des hommes de main dans l'armée, ils ont des hommes de main officieux. Et c'est l'apparition de Belette. Alors, je crois que c'est la première apparition de ce super vilain, qui n'est pas un super vilain devenu très iconique de Daredevil, je trouve. Je le trouve assez faible, en fait, personnellement, en termes de design, et puis même en termes de pouvoir, c'est pas extraordinaire. Mais, il va avoir son importance dans cet album. Et je crois pas qu'il deviendra grand chose par la suite. J'ai pas souvenir de grandes aventures où il apparaît. Je pense qu'il doit quand même réapparaître sur certaines aventures de Daredevil, mais c'est pas devenu un des grands vilains de Daredevil. Pour information, on va le découvrir juste après, c'est le papa du petit Lance. Hein. On retrouve aussi Foggy comment dire, et Glory qui ne travaillent plus avec Matt Murdock, mais qui eux sont en train d'enquêter sur les méfaits de la Kelco et donc ils sont en plein dans une décharge. Alors évidemment là on est dans on va dire la caricature de décharge, quoi. C'est-à-dire que vous avez des bidons ouverts qui laissent des produits toxiques se répandre sur le sol, et vous avez une confrontation idéologique entre Glory qui est outré de ces excès de la Kelco et de Foggy qui clairement s'en fout un peu, qui explique qu'il va défendre la Kelco parce qu'il faut bien qu'il ait un défenseur. On sent bien qu'il en a un peu rien à battre et que pour l'instant il ne se sent pas vraiment concerné. Mais du coup, ça permet aussi à Anne de Nocenti d'introduire un personnage qui, pour certains lecteurs et puis pour certains citoyens américains, qui ne voient pas l'intérêt de défendre la cause écologique, etc. Donc ça permet aussi de les représenter au sein de cette BD. On est à New York à nouveau, dans l'appart de Matt et Karen Page. Ils vivent ensemble. C'est une scène du quotidien. J'aime bien cette petite scène où elle lave le linge de son compagnon avec les fameux fils où on étend le linge à New York. John Romita Jr. qui ne manque jamais de représenter aussi un peu le caractère pauvre de ces quartiers. Voilà, on n'est pas dans un New York rutilant. Et elle se rend compte qu'il manque un masque. Et oui, parce que le masque, c'est Matt Murdock qui l'a pris avec lui. Et il sent en fait et il entend des bruits, un pain de plastique, comme il dit, quelque chose qu'on enveloppe, qu'on déroule, et il comprend en fait qu'il s'agit d'un attentat sur ce bâtiment. Alors c'est le bâtiment de quoi déjà ? C'est les locaux de Planète Verte. Hein. Planète Verte, c'est l'association que Rollins, de ce monsieur Rollins qui était venu trouver Murdock. Et donc, le bâtiment se fait totalement détruire. Et on se rend compte que c'est ce type qui a détruit le bâtiment. Matt Murdock va aller à sa rencontre. Et en fait, le type en question en fait, il a été acheté par le gouvernement pour faire sauter les locaux de Planète Verte, mais Belette, lui, il vient pour buter le mec qui a fait sauter les locaux. Ces mecs sont fourbes pour cacher toute trace. Et Matt Murdock commence à affronter Belette. Murdock lui explique, parce que très rapidement, Belette se rend compte quand même que ce petit gars là en short, il se démerde quand même super bien au combat. Et en fait, Matt Murdock se prend prétexte de dire qu'il est le gardien. Et donc c'est l'occasion d'un premier combat un peu officieux entre Belette et Daredevil, même si Belette ne sait pas encore qui est réellement son adversaire. On se retrouve. Alors vous voyez, il emporte avec lui le type qui a foutu le feu, enfin qui a détruit les locaux, et il explique qu'il fait partie du gouvernement et qu'il a une autorisation gouvernementale, ce qui intrigue quand même pas mal Matt Murdock. Et ce type, donc, Belette, rentre chez lui, alors pas tout à fait chez lui. En fait, son gamin, donc c'est une famille monoparentale, on ne sait pas où est la maman, son gamin vit tout seul dans un appartement, dans un loft, enfin dans un appartement, et que ce gamin complètement obsédé par le risque nucléaire a transformé un peu en une espèce de bunker de survie, et on comprend que son père, de temps en temps, vient lui rendre visite, que l'absence du père pèse beaucoup sur le gamin,
mais que son père est à la fois excédé par l'obsession nucléaire de son fils, et en même temps, il cherche quand même comment dire, à jouer son rôle de papa. Mais donc il y a ici une combinaison qui n'est pas forcément évidente à trouver pour le personnage de Belette. Et c'est intéressant aussi cette nuance, c'est-à-dire que Anne de Santi nous présente pas un personnage. Vous voyez, elle aurait pu nous le présenter comme étant un père violent, qui aurait totalement abandonné son gamin. Et c'est pas tout à fait le cas. Il en prend soin quand même. Vous voyez, il peut lui faire un câlin. Il y a des nuances qui sont apportées. Dernière case de l'épisode. On comprend que ce fameux type, là, je n'ai même pas son nom en fait. Je suis pas doué pour les noms hein, il n'est même pas cité en fait. Puis je vous aider, tac tac tac, c'est voilà, écoutez, c'est un commentaire, bah non, vous voyez. Ce sale type, on va l'appeler le sale type, lui dit qu'il a une citation à comparaître et que l'association de Matt et de Karen doit fermer. Épisode 251, Planète Verte, avec ce démarrage. On sent qu'on est dans une ambiance quand même un peu sombre. Hein. Enfin, vous voyez, John Romita Jr., alors ça va s'accentuer avec le 3e épisode, mais les débuts d'épisode sont pas très très joyeux. Et puis il y a une façon de représenter les choses qui est un peu violente quand même. Là, avec ce personnage qu'on pend, alors on pourrait penser que c'est un monsieur qu'on est en train de pendre. En fait, ce sont des mannequins. Et nous sommes en plein dans une manifestation d'écologistes, d'extrémistes écologistes, qui estiment qu'il faut rendre coup pour coup. Et donc là, c'est une opération de com de ces écologistes qui, vous voyez, ont préparé en fait des mannequins pendus, Kelko assassin, ils ont l'attention. Alors ça se trouve juste devant les bâtiments de Kelko. C'est une action de sensibilisation, mais un peu, un peu rude quand même. Et il y a même quelqu'un qui explique qu'on pourrait même aller plus loin. On a pris les cow-boys comme symbole, non, alors réglons ça, comme au bon lieu temps des pionniers, faisons tout sauter. Il y en a quand même un qui leur dit, ouais, enfin en termes d'image, ça va pas être super de faire tout sauter. Donc ils décident d'en rester là. Et vous avez Belette qui est là, qui ramène un bidon de chez Kelko, un cadavre, et qui fout ce cadavre dans le bidon, et qui dépose en fait ce bidon auprès des pendus, en fait, tout simplement, de façon, entre guillemets, à retourner l'opération de communication de ces extrémistes écologistes pour protéger son employeur, la Kelko et le gouvernement, puisque ça va réellement ternir l'image des écologistes, puisque un bidon dans lequel vous avez un cadavre, on va se dire mais ils sont allés beaucoup, beaucoup trop loin. Il retourne chez lui. Alors bon, je disais que c'était un papa qui essayait de faire attention, mais enfin bon, le mec, il fout ses mains dans des produits toxiques, mais il lave même pas les mains, quoi. Il rentre chez lui, il touche son gamin, bon, tout va bien. Bon. Alors on n'en a pas parlé, mais ce qu'il y a d'intéressant aussi avec ce petit Lance, c'est que c'est un reflet du jeune Matt Murdock. Quand Matt Murdock était gamin, rappelons-le, hein, il a été touché par un déchet radioactif, ce qui lui a donné ses pouvoirs. Donc c'est pas tout à fait innocent non plus. Hein. Et d'ailleurs même cette image-ci, l'importance de l'œil et du regard du gamin qui nous rappelle en fait entre guillemets Matt Murdock. Et puis arrive enfin première réapparition du Caïd. Il était temps. C'est le némésis hein, de Matt Murdock, donc il fallait qu'il revienne. C'est ce personnage donc du Caïd qui en fait on comprend qu'il manipule dans l'ombre le général et la Kelko, mais que pour l'instant il est très très éloigné de l'histoire et que c'est pas un personnage que l'on va qui va encore avoir beaucoup d'importance. Ça sera plus dans l'arc suivant que le Caïd va jouer son rôle. Mais là pour l'instant il tire les ficelles dans l'ombre. Donc Glory et Foggy découvrent donc le fameux cadavre dans le bidon. Matt Murdock est là aussi, mais avec cette tenue, donc ce qui fait que Glory ni Foggy ne savent qu'il est là. Comme le dit Matt Murdock, on va se retrouver au tribunal puisque tu défends les mauvaises personnes. Retour aux locaux de l'association où en fait, ce sale type revient pour dire que Matt Murdock ne respecte pas la loi. Il respecte pas la loi, mais comme il a dans la poche un responsable et qui lui donne en fait une espèce de quelques jours de survie, mais il lui dit bien, vous avez juste un répit en fait, ça va pas pouvoir durer.
Bon, bah, c'est pas simple, hein, évidemment. Vous avez Matt Murdock qui va chercher l'assassin de ce type qui est dans le bidon. On retrouve une scène assez classique, hein, de Daredevil qui va écumer les bas-fonds pour trouver cette fameuse personne. Il va se rendre dans un bar. Alors il le trouve assez rapidement en fait, hein, en réalité, et il le trouve avec son fils Lance, donc Belette, hein, pardon, j'ai oublié de le dire, c'est Belette, et puis son fils. Et là démarre un combat, donc qui est un combat que je trouve d'abord très joliment chorégraphié. On sent bien, hein, que John Romita Jr. est vraiment à son aise sur la chorégraphie des personnages, sur la manière de les représenter. Et là, le combat va être assez chouette. Je fais juste une petite incise sur l'ancrage de Hal Williamson. Je vérifie quand même, histoire de ne pas dire de conneries, mais ouais, c'est Hal Williamson qui ancre, avec un ancrage qui est assez typique, hein. Hal Williamson, il aime beaucoup tous ces effets d'ombrage avec des lignes horizontales. Alors ça doit lui prendre un temps fou, hein, parce que je pense qu'il les a fait à la main. Mais vous voyez, on retrouve beaucoup cet effet de texture avec ces lignes horizontales, mais aussi des lignes verticales qui étaient présentes comment dire, la première page du 250. J'adore cette façon de dessiner. Même, vous voyez, là, il l'utilise pour faire des ombres sur le visage de Matt Murdock. C'est très, très réussi. Et même si on parle souvent de John Romita Jr. pour ce run, le succès de la série, je pense, doit aussi énormément à l'ancrage de Hal Williamson. Bon, revenons sur cette baston entre Belette et Daredevil. Donc, extrêmement chorégraphié. C'est une amorce de baston, parce qu'en réalité, comme il le dit, Belette, il veut pas se salir. Il y a son fils qui est là. Matt Murdock se dit, ouais, enfin, péter la gueule du père devant les yeux du fils, c'est pas forcément une bonne chose. Donc ça va calmer tout le monde. Mais Daredevil récupère une boule de billard sur laquelle il va y avoir les empreintes de Belette, et il se dit que ça va peut-être l'aider dans son affaire. Sauf que ce qu'il n'a pas perçu, c'est que Belette n'a pas l'intention d'en rester là. Il a le malheur, en plus, il a eu le malheur de lui dire qu'il récupère cette boule de billard avec les empreintes. Et évidemment, il suffit que Matt Murdock s'éloigne de quelques rues pour que le Belette déboule, récupère la boule et l'écrase. Et c'est l'occasion d'un deuxième combat, d'une deuxième baston. Voilà, c'est reparti. Bon, très chouettement chorégraphié. Les combats sont très faciles à suivre. Il y a une simplification, je trouve, dans le trait de Romita Junior qui fonctionne parfaitement bien. En plus, bon, bah là, on est vraiment dans du street level, hein, c'est-à-dire que c'est des personnages de niveau combattant de rue, donc là, on est vraiment dans la rue, pour le coup. Et rue crasseuse, etc., dans la poubelle. C'est particulièrement bien géré par Romita Junior, on a Daredevil qui va donc remettre aux autorités Belette, enfin qui demande aux autorités de l'arrêter. Les autorités se laissent convaincre, mais le sourire de Belette ne laisse aucun doute quant à l'issue de ce qui va bien pouvoir se passer. Et on se retrouve à nouveau dans les locaux de SOS Drogue et Assistance Juridique, avec la très jolie Karen Page, évidemment, mais Matt Murdock, elle apprend en fait que Belette a juste eu à passer un coup de fil et il est sorti du commissariat. Et comme le dit Matt Murdock, voilà pourquoi je m'en suis fichu que le caïd m'ait fait radier du barreau. Pourquoi je me fiche qu'il nous fasse fermer? Parce que la loi, c'est une comédie, rien qu'une comédie. Matt Murdock qui perd foi en la loi, voilà, c'est dit. La scène, je la trouve très très joliment chorégraphiée par Romita Junior, et elle est assez forte quand on connaît en fait l'importance pour Matt Murdock de la justice. Et puis on a un troisième épisode qui est le numéro 252, qui est un gros numéro qui fait plus de 30 pages. On est sur du 40 pages, voilà, 40 pages, qui s'appelle Niveau 0, qui démarre dans le métro avec des gens qui ont différentes pensées. Voilà, on est perdu dans leur tête. On a un type qui a un flingue, qui s'apprête à commettre l'irréparable. On passe ensuite dans une prison du Bronx où vous avez un type, hein, qui est enfermé, et évidemment ça ne va pas durer. Et puis on est aussi à l'association de Matt Murdock avec un petit gamin qui s'est fait tabasser. On découvre en fait que Natasha Romanoff, la veuve noire, aide Matt Murdock dans cette association. Ça ne nous avait pas forcément été dit dans les épisodes précédents. Je pense que ça doit être dans les épisodes de Anne Santi qui précèdent, qui n'ont pas été, publiés en France. Faudrait que j'aille vérifier.
Et puis, on apprend une première victoire, c'est-à-dire qu'ils ont gagné, l'association a gagné un truc en procès, donc c'est plutôt cool, ça leur remet du baume au cœur. On a un petit passage avec Lance et son papa Belette, et là, le petit gamin, c'est finement introduit, hein, parce que ce gamin a peur de tout risque nucléaire. Il regarde par la fenêtre, et là, ben, explosion dans le ciel devient totalement sombre, même Belette commence à perdre un peu confiance en lui. Le ciel se déchire, et vous avez Archangel qui déboule, un vaisseau qui surgit dans l'obscurité, mais lui-même, on voit pas grand chose. Et puis, vous avez des mains qui claquent, et vous avez comme ça une espèce de cheval biomécanique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, vous allez me dire? Alors, cet épisode, c'est un épisode qui est un épisode tie-in du crossover Fall of the Mutants, qui est une saga mutante dans laquelle vous avez les différentes équipes mutantes qui vont connaître différents problèmes, et de gros problèmes. Et là, en fait, on est sur la partie X-Factor. En fait, je vous invite à aller voir le X-Factor numéro 25 de mémoire, dans lequel se déroule ce passage. En fait, vous avez Apocalypse qui attaque la Terre. Il envoie un de ses anges de la mort, qui est Archangel, attaquer. Ça, c'est le vaisseau d'Apocalypse. Et puis là, vous avez, je sais plus, c'est un de ses cavaliers d'Apocalypse aussi qui arrive. Et tout l'épisode, donc c'est un tie-in, il n'a pas une grande importance pour les mutants, puisque là, on est dans la série Daredevil, mais Anne Nocenti va profiter de ce passage, imposé quelque part, pour travailler une histoire que je trouve assez réussie, une histoire d'apocalypse en fait. C'est-à-dire qu'on va se retrouver au niveau des habitants de New York qui voient ça débouler. Vous voyez, il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire qu'on ne vous explique pas dans l'histoire qui c'est, qui sont ces personnages, qui sont ces créatures qui débarquent. Donc tout le monde est persuadé que ces explosions, c'est une bombe nucléaire, que c'est les Russes qui ont envoyé une bombe, ou bien des Martiens. Et donc, on va suivre dans cet épisode les réactions de New York en général à cette attaque d'Apocalypse. Et on ne saura pas par la suite ce que devient en fait cette attaque d'Apocalypse. Donc, on revient dans l'association caritative de Matt Murdock et Karen Page, où évidemment c'est un peu la panique parce que tout est dans l'obscurité, et évidemment le caractère un peu étonnant, j'allais dire rigolo, mais non étonnant, c'est que c'est l'aveugle qui va apporter la lumière et qui va guider en fait tout le monde dans les ténèbres. Parce que en fait on le voit bien. Alors moi je suis, vous allez voir, pour tout le reste de l'album, il y a un traitement de la part de Romita Junior et de Al Williamson de l'image qui fait qu'on y croit, quoi, à cette espèce d'apocalypse. Il y a énormément de travail sur le texturage des ombres. C'est vraiment une merveille cet album. Il est fabuleux. Enfin, cet épisode est fabuleux en termes d'atmosphère. C'est-à-dire que en quelques minutes, on est basculé dans cette ambiance de fin du monde, voire post-apocalyptique, alors qui est accentuée par le fait que vous allez avoir un personnage ici, qui est le personnage de Hamo, qui va fédérer en fait des différents criminels qui veulent profiter en fait de l'apocalypse, de ce qu'ils pensent être l'apocalypse, pour piller, violer, etc., et imposer en fait leur loi sur New York. Alors le personnage de Hamo, c'est un personnage qui va pas faire une grande carrière. Je crois qu'on le reverra un peu par la suite, lorsque je crois que c'est j'ai oublié son nom. L'espèce d'ersatz de Elektra là. Bon, je l'ai plus, mais bref. Elle réunira une bande de super vilains, et je crois qu'il sera à l'intérieur, avec la volonté de se venger. Il y a avec ce personnage un petit côté Mad Max, quoi, qui apparaît, qui est assez logique, puisqu'on est vraiment dans une ambiance post-apocalyptique. Et comment dire, je trouve qu'il a un petit air à Wesley Snipes dans Demolition Man. Ça convient bien, voilà, ça fonctionne très bien, je trouve. Ce personnage est très bien trouvé. Voilà, donc il trouve tout un ensemble de criminels. Et c'est alors ils ont pour objectif de s'emparer en fait, d'aller à l'armurerie pour s'emparer d'armes. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Parmi eux, vous avez un personnage qui s'appelle Mauvaise Graine, qui est ce jeune homme ici, qui s'est laissé convaincre de suivre Hamo, et qui est un personnage qui vrille, quoi. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez une jeune fille qui lit l'Apocalypse, qui lit la Bible, et lui, il lui dit mais pourquoi, quoi? Et elle lui dit mais il reste de la lumière, tu peux encore choisir. Et lui, il dit mais non, en fait, ce monde-là est terminé, c'est c'est un nouveau monde qui se présente, et le monde est aux mauvaises graines, quoi, entre guillemets. À l'association, Murdock commence à
à calmer un petit peu les troubles. Il y a ce personnage de Cain, qui est un personnage, un jeune garçon, qui est vraiment, pour qui Matt Murdock est une espèce de figure paternelle, comment dire, qui est vraiment, je vais pas dire obsédé, mais vraiment très impressionné par Murdock, ce qui permet à Murdock d'ailleurs à Matt Murdock de le guider de temps en temps. Et voilà donc Daredevil et la Veuve Noire sur les toits de New York, toujours cette ambiance incroyable, hein, comme on peut le voir, qui vont partir en fait à la recherche de secours pour essayer d'organiser un petit peu, d'organiser tout ça. Le fameux prisonnier qui s'était barré, suite à tout ce bazar, on le retrouve en train d'errer dans les rues de New York. Encore une fois, je ne vais pas le redire, un gros travail sur l'aspect graphique. Ce qui est intéressant ici, c'est que Ann Nocenti, on pourrait penser que ce personnage va rejoindre le gang de Hamo, va aider Hamo et combattra Daredevil. Et là, Ann Nocenti va créer un contre-pied. C'est-à-dire que ce type qui était en prison, dont on pensait que c'était en fait un sale type, il va tomber dans un bébé qui a été abandonné dans une poubelle. Et alors que ce prisonnier, cet ex-tolard, s'apprête à égorger quelqu'un pour récupérer ses vêtements, il entend le bruit de ce bébé. Et là, il se passe un petit miracle, comme il en arrive dans les comics. C'est qu'en fait, il n'arrive pas à égorger ce type sous le regard de cet enfant. Et puis, quand il prend cet enfant depuis la poubelle, cet enfant lui dit pas, et il décide en fait de l'adopter. Alors, ça fait partie de ces subtilités que met en place Ann Nocenti. Alors parfois, c'est fait un peu, comment dire, c'est un peu forcé, mais je trouve que ça fonctionne bien ici parce que j'aime bien cette idée que ce type dont on s'était fait une idée, en fait, va prendre totalement le contre-pied de ce qu'on imaginait. Bon, évidemment, Matt Murdock. Matt Murdock tombe sur la fameuse bande de Hamo. Et donc comprend bien qu'il va y avoir un problème. Mais bon, avec lui et Natasha contre 100 criminels, ça va pas être jouable. Et c'est là qu'ils vont tomber sur eux, en fait, un groupe d'anciens militaires. Ils vont se rendre compte très rapidement qu'ils sont dans le même camp. Petit look à la Resident Evil. Qu'ils sont dans le même camp, que parmi eux, il y a même des spécialistes en explosifs. Et que peut-être qu'à eux, combien peut-être à eux 10, ils pourront peut-être réussir à vaincre le gang de Hamo. Donc ce qui se passe, c'est que Murdock décide d'aller à l'hôpital parce que le gang de Hamo va se rendre à l'hôpital pour récupérer de la drogue, et tandis que Natasha Romanoff, elle, se rend à l'armurerie pour récupérer des flingues. Petite pause avec un qui est à l'hôpital, en fait, tombe sur une vieille dame qui lui demande mais c'est comment dehors. Donc lui, il lui dit mais c'est l'enfer, quoi, c'est l'apocalypse. Et elle lui dit mais quelle chance j'ai dans ce monde nouveau, parce qu'elle est persuadée que l'apocalypse nucléaire a eu lieu, que c'est la fin du monde. Et donc, elle lui dit, donne mon lit à un autre, donne-moi ses cachets et laisse-moi mourir. Mais lui, il lui dit, mais non. Et en fait, écoute, je veux vivre, mais pas dans le chaos là dehors. Allez, va-t'en. Et donc, il laisse, en fait, Cain laisse cette femme, en fait, se suicider pour que elle puisse laisser sa place à quelqu'un d'autre. C'est pas tout à fait le genre de sujet et de dialogue que l'on rencontre fréquemment chez Marvel à l'époque. Je veux pas dire par là que les comics Marvel sont débiles, loin de là. J'adore, mais c'est vrai que là, il y a une tonalité qui est quand même assez particulière dans cette histoire. Bon, le reste de l'histoire va se consacrer en fait au combat entre Daredevil et puis le gang de Hamo. Évidemment, bon là, on va être dans la bagarre. Donc, encore une fois, tout le talent de Romita Junior est mis à contribution, avec en plus des poses parfois iconiques. Donc, ça se passe plutôt bien. Il y a un côté aussi très, je trouve, peut-être très millerien, parfois très bourrin aussi, avec ce véhicule sur lequel on a monté des mitrailleuses. Bon, voilà, là on est dans la partie action de l'épisode. On a ce petit garçon ici qui a récupéré un flingue, et vous voyez, il dit super, t'as vu un mot, pang pang, t'as vu quel as je suis. En fait, c'est parce que dans une case un petit peu plus tôt, vous avez Hamo qui exacerbait ses troupes, et vous aviez ce petit garçon en arrière-plan qui cherchait un flingue, justement pour... voilà, il est là, vous voyez. On l'aperçoit ici. Je veux un flingue. Et en fait, c'était ce petit gamin qu'on retrouve ici, qui sert en fait à montrer en fait l'attrait des petits une fois qu'ils sont guidés par une saloperie comme Hamo, ils finissent par avoir une certaine fascination pour les armes et peuvent très bien rentrer dans la criminalité assez facilement. La réponse de Murdock est assez claire. Et donc, ça va être le combat final contre Hamo sur le fameux camion adapté par le fameux gang.
Bon, c'est bien aussi qu'il y ait un peu de baston. On est sur un Matt Murdock qui colère. Hein. Oh, il est pas content le Matt Murdock. Hein. Ah, il donne des coups de poing, il y a du sang. On sent que là, le Matt Murdock chrétien charitable, c'est terminé. Hein. Là, il va lui péter sa gueule. C'est exactement ce qui se passe, sauf que le hameau résiste. Et donc, il y a, la baston continue pendant quelques pages. Nous avons, non loin de là, dans une maison, un couple de retraités qui se sont en fait barricadés. Et en fait, comme il dit, c'est la guerre et il n'y a rien d'autre. Et vous avez le jeune Caïn qui voudrait mettre à l'abri un des membres des militaires qu'ils ont rencontrés, sauf que il refuse d'ouvrir. Voilà. Et là aussi, Anne Nocenti nous montre des personnages qui sont ambivalents, qui ont des réactions qui sont des réactions, je veux dire, crédibles dans ce genre de situation, mais qui ne sont pas forcément des réactions morales. Voilà, donc Caïn est un peu, on va dire, traumatisé par ce qu'il peut voir, par la violence à laquelle il assiste. Et puis, comme il le dit, il a aussi toujours en tête cette histoire de cette vieille femme qu'il a aidé à mourir, et il porte ça comme un fardeau. Et puis, vous avez Matt Murdock qui finit par régler son compte à Amo. Et immédiatement, vous voyez, Matt Murdock entend une lutte. En fait, ce sont des membres de la population qui s'en prennent en fait aux anciens membres du gang de Amo. Et là, en l'occurrence, une jeune femme. Alors, on ne sait pas trop ce qu'ils vont lui faire. Est-ce qu'ils vont la violer? Est-ce qu'ils vont la passer à tabac? C'est pas forcément très explicitement dit. Mais clairement, elle dit, vous voyez, il dit à Matt Murdock, mais elle est à nous, elle le mérite, t'en mêle pas. Voilà, pisse froid. Et puis Matt Murdock est surpris de voir que Caïn les a rejoints. Et là, Matt Murdock, il s'affirme, quoi, mais t'es un super dur, Caïn, mais fermez-la tous, donnez-moi la fille, et toi le flingue, et toi avec le flingue, essaie seulement. L'air de dire, vas-y, quoi, essaye d'appuyer sur la détente. Donc grosse aura pour notre Daredevil. Et il rappelle un peu à tout le monde que oui, effectivement, c'est l'apocalypse. Oui, il a vaincu Amo, mais c'est pas pour autant que on doit se venger des membres du gang et que quelque part la justice doit passer par là et c'est quelque part en rapport avec les valeurs de notre personnage de Daredevil. Surgissent à ce moment-là des hélicos dans le ciel. Ce sont des hélicos qui vont expliquer à tout le monde bon en fait non, c'était pas la fin du monde. L'alerte est terminée. Ce n'est pas une guerre. Le courant va être rétabli. Allumez vos téléviseurs et attendez un communiqué. Bon, voilà, tout le monde reste un peu stupéfait. Et comme le dit Matt Murdock, c'est ahurissant comme tout le monde y a cru. On a tous accepté le désastre comme si on s'y était préparé. Voilà. Et comme il dit, surtout les gosses, c'est Mad Max pour eux. Voilà. Et Murdock de continuer avec c'est triste. Inconsciemment, on pense tous qu'un cataclysme nucléaire est inévitable et il ne nous surprendra même pas. Voilà. Alors il y a cette fin, voilà, c'est cette fin un peu douce amère où on retrouve le petit Lance, le garçon de Belette. Alors à la télévision, ils expliquent que c'est une attaque liée à Factor X. Donc il y a une petite explication. On voit donc que la jeune fille qui était menacée, l'ex-membre du gang de Amo, va être arrêtée. Et puis Caïn qui demande à un flic, c'est vrai, c'est pas la guerre, c'est pas la fin du monde. Et non, la vie continue mon gars. Voilà, et c'est, je trouve ça assez bien vu aussi. Et alors c'est dense, parce que la page suivante, vous avez cette jeune fille qui a été sauvée par Daredevil, qui sort un camp d'arrêt et qui poignarde le petit Caïn. Et en fait, le petit Caïn va pas survivre. Et il demande à Daredevil d'aller dire à Matt Murdock à quel point il a été courageux. Et Matt Murdock s'apprête à lui dire que c'est lui Daredevil. Et dit lui. Voilà. Alors c'est une fin vraiment douce amère qui est un peu contrebalancée par notre fameux Tolar, ex-Tolar, qui a récupéré ce gamin et qui clairement non seulement ne participera pas au chaos avec la bande de Amo, mais qui en plus va prendre sous son aile ce gamin. Et voilà, et c'est intéressant, il y en a qui disent que c'est pourri, mais moi je leur montre qu'ils ne devraient pas autant s'attacher à leurs biens. Un petit coup dans le consumérisme. J'étais un hippie avant, c'est vrai, il y a les nénettes. Il faut que je te dise, tu vois, les filles, elles, c'est génial, mais en même temps, c'est comme avoir un chewing-gum collé dans les cheveux. Goût, oui, goût. C'est peut-être un peu tôt, on a tout le temps, et donc il va prendre sous son aile cet enfant. Je ne pense pas qu'on retrouvera ces personnages, j'ai pas souvenir qu'on les retrouve par la suite, mais c'est probablement pour Anne Nocenti une manière de terminer l'épisode sur une note un peu optimiste, parce qu'on peut pas dire que les 2 premières cases de la planche soient particulièrement optimistes,
Ça aurait eu un tout autre ton si ça se terminait sur la mort de Karl. Voilà, c'était le RCM. Un RCM riche hein, et dense, avec de super dessins, une super histoire. Vraiment, c'est à lire, ça fait partie de ces petits trésors auxquels on ne pense pas forcément. Il y a des grands classiques qui passent bien devant, mais c'est vraiment pas mal. Et puis le discours sociétal de Anne Nocenti, je trouve, fonctionne encore bien, même si évidemment c'est empreint de stéréotypes, c'est pas forcément fait de manière super subtile, mais je trouve qu'il est là et il est plutôt percutant. On nous annonce, comme je le disais au début du feuilletage, que la collection version intégrale s'agrandit. Donc après Thor, Daredevil en août, et puis il y aura Wolverine, Serval. Alors vous voyez, on commence à nous expliquer que Serval c'est Wolverine. Hein. Voilà, c'est amusant parce que à l'époque Serval c'est Serval, quoi. Il n'y a pas besoin de dire Wolverine. Et le prochain RCM, c'est Excalibur, la nouvelle série mutante avec Chris Claremont, Alan Davis et Paul Neary, qui sera en vente en août. Voilà. Super série aussi, c'est sorti en intégrale pour ceux qui voudraient les lire. C'est vraiment très chouette. Et puis la quatrième de couve, c'est tout simplement une reprise, enfin une reconstruction d'une des couvertures de la version originale. Dans la version originale, il n'y a pas ce cadre ici autour, mais par contre le dessin est bien de John Romita Jr. Voilà pour le feuilletage, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. La suite, comme je vous l'ai dit, n'a pas été rééditée en France, donc elle n'est disponible qu'en version intégrale. Et là, pour ça, il faudra aller fouiller dans les brocanteurs, les bouquinistes pour les trouver. C'est très bien aussi hein, ce qu'elle fait par la suite, donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller, c'est du bon. Et puis après, derrière, c'est comme je le disais en introduction, c'est Dan Chichester qui prendra la suite, avec, je trouve, des épisodes un peu moins cool, mais vous avez une partie de ces épisodes qui ont été réédités en Marvel Epic chez Panini, juste avant la fin, c'était un des derniers albums qui a été publié avant la fin des albums Epic, et évidemment, si vous lisez l'anglais, tous ces épisodes ont été réédités dans la collection Epic Collection en VO, et vous pourrez les lire dans cette collection sans aucun problème. Voilà donc, j'espère que cette émission vous a plu, j'espère que vous aurez envie de revenir de revenir dans cette bande Astrange des amateurs des éditions Lug. Si vous avez des idées d'albums que vous aimeriez bien que je feuillette en votre compagnie, n'hésitez pas non plus en commentaire à me l'indiquer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, lisez bien des comics, prenez soin de vous, salut, ciao.